mais il est parti prendre un café, il va revenir tout de suite. Je profite qu'il est en train de déguster son kawa pour vous donner un certain nombre d'informations. Alors, les premières informations, eh bien, c'est tout ce qui concerne les dates des Amis de la Liberté. La prochaine, le mardi 4 octobre, au court-circuit café Atelier Philo, le sujet, ce sera les mots pour parler des luttes sociales. Court-circuit café, 18h30. Ensuite, jeudi 6, 2 jours après, à Saint-Jean-d'Angély, bâtiment de l'IAE, Institut d'administration des entreprises, séminaire Marx qui reprend. L'année dernière, nous étions à Carlonne. À partir de cette année, nous sommes à Saint-Jean-d'Angély. Et le premier thème de la première séance, c'est la marchandise et la valeur par Jean Roblin. Si vous avez l'intention de venir, merci de nous le dire par un petit mail à amisdelaliberté@free.fr. Merci d'avance. Jeudi 13 octobre, ici, à 18h30, le Front populaire, par Jean Domenichino, qui est un maître de conférence de Marseille. Samedi 15 octobre, de 8h30 à 15h30, au Clage, 26 rue Scudéry. Là, c'est le colloque « Qu'est-ce qu'être républicain aujourd'hui ?» Si vous voulez y participer, même chose. Merci de nous le dire à amisdelaliberté@free.fr. Et si vous voulez réserver votre repas, merci de nous envoyer un chèque au siège de l'association de Place Saint-Roch, 18 €. Et enfin, jeudi 27, ici toujours, repenser la richesse et le développement avec de nouveaux indicateurs. Et là, c'est une conférence de Ali Doué, qui est un économiste atterré et qui va nous entretenir de ce beau sujet. Je passe maintenant évidemment au sujet que j'ai déjà évoqué la fois dernière, le 15 novembre, avec le procureur Montgolfier, sujet qui nous tracasse, évidemment, c'est cette nouvelle demande de la ville de Nice que nous prévoyions un agent de sécurité à l'entrée de l'amphithéâtre pour le contrôle des sacs. Et ça, pour nous, cela crée un contexte nouveau, évidemment. Pour vous aussi, d'ailleurs, je suis bien persuadé que le fait qu'on vous demande d'ouvrir vos sacs, ça ne vous plaît pas. Et au minimum, ça vous surprend. Et nous, même chose. Cette contrainte nouvelle, il faut savoir qu'elle pèse d'autant plus sur notre association, les Amis de la Liberté, que, vous le savez bien, que nous avons un niveau d'activité assez élevé, puisque nous organisons une quinzaine de conférences dans l'année, plus le reste. Les ateliers philo, le séminaire Marx, l'atelier féminisme, etc. Et donc, c'est important, et nous faisons ça, sachez-le aussi, il faut que nul ne l'ignore, nous faisons tout ça sans subvention, ni de la ville de Nice, ni de la région. Mais, je veux le dire avec force, nous sommes déterminés à maintenir notre cap. Nous sommes déterminés à maintenir notre cap. Nous ne pourrons pas le faire sans vous. C'est le nouveau contexte, c'est bien ça le nouveau contexte. Nous ne pourrons pas le faire sans vous. Et comme la fois dernière, comme le 15 septembre, nous sommes donc dorénavant amenés à vous proposer
faire appel à votre générosité à la sortie des conférences. Et il faut que vous sachiez que pour nous, c'est devenu absolument indispensable et incontournable. C'est la condition sine qua non pour que notre niveau d'activité se maintienne. Voilà, donnez ce que vous pouvez, mais donnez. Et puis aussi, cela va de soi, adhérez. Je fais appel aussi à votre adhésion. Nous sommes sûrs, je ne dis pas je, mais nous sommes sûrs à l'association que nous pouvons compter sur vous et nous vous remercions d'avance pour cet acte de résistance collectif. Bravo. Alors, Nicolas Lebourg, pour un sujet qui est les extrêmes droites. Nicolas Lebourg, il est historien, chercheur associé au Centre d'études politiques de l'Europe latine, c'est-à-dire le CEPEL, à l'Université de Montpellier. Et il est membre de l'Observatoire des radicalités politiques, ORAP, O-R-A-P, de la Fondation Jean Jaurès. Et il a commis cet été, en juillet ou en août, me semble-t-il, fin août, il a publié il a publié une lettre aux Français qui croit que 5 ans d'extrême droite remettraient la France debout, aux éditions L'Échappée. Voilà. Cher Nicolas, je vous cède la parole. Vous avez un micro. Oui, je reste debout pour l'instant, puis je m'asserai quand je serai fatigué. Bonsoir à tous et à toutes, mille merci. Alors, je ne vais pas préparer à laïus, j'aime bien m'adapter. J'entendais ce que vous disiez, différentes choses qui sont intéressantes sur les associations et sur les mots. Je vais commencer par là, avant de développer mon propos. Sur les associations, il y a quelques années, Emmanuel Négrier, qui est un autre politiste de Montpellier, avait fait une étude sur les territoires, le maillage des territoires. Il prenait 2 éléments, la fonction publique territoriale et les associations de loi 1901, pour savoir comment une population était maillée. Il arrivait au fait qu'il y avait une ville qui était complètement en déperdition, et d'après ses calculs, tout cela était corrélé au vote Front National, c'était ce qu'il montrait, et il faisait ce qu'on ne doit jamais faire quand on fait des sciences humaines et sociales, mais le camarade en avait envie, il faisait un pari sur si une ville qui correspond à tout ça, qui n'a pas l'association de loi 1901, qui n'est pas bien maillée par la fonction publique, doit tomber, c'est la ville de Béziers. On était en 2011, et donc vous voyez effectivement l'existence de tissus associatifs, ça contribue à la vie des territoires, et ça contribue au fait que le fameux vivre ensemble, moi je ne supporte plus cette expression comme la plupart des gens, tellement c'est un mot creux, un mot valise, mais qu'effectivement les individus soient connectés, et on le verra dans la sociologie électorale, qu'effectivement ça compte. Alors je vous dis, on verra en faisant de la sociologie électorale, moi effectivement je suis historien de formation, je fais de nombreux livres d'histoire, je participe à un programme de recherche historique assez important. J'ai cette particularité parmi mes petits camarades qui est que je suis à la fois historien et politiste. Je fais des études sur le vote en temps réel et à côté de ça, je me passionne entre autres pour l'extrême droite des années 40 aux années 70 qui font ma joie et mon quotidien essentiel. Parce que je crois tout simplement qu'on ne peut pas faire une bonne histoire sans se passionner pour la sociologie et la science politique, et qu'on ne peut pas faire une bonne sociologie électorale si on ne comprend pas les dynamiques structurelles longues. J'entendais que votre prochaine séance, si je ne m'abuse, avant de rentrer, était sur les mots pour les luttes sociales. Ben, je vais partir de ça, je vais partir des mots. En plus, vous savez bien, à chaque électoral, on doit supporter les éternels débats. Doit-on appeler le Front National un parti d'extrême droite, etc., etc. Alors, ce mot extrême droite, il naît à une période précise et c'est intéressant. Tout d'abord, je vous rappelle, nationalisme. Nationalisme, ça naît en 1793, ce terme. Le mot de nation apparaît en même temps que le mot frontière au XIIIe siècle, dans des sens assez différents de ce qu'on entend aujourd'hui. Ça évolue lentement. On va avoir nationalisme en 1793. Qui l'utilise? Ce sont les contre-révolutionnaires pour dénoncer les jacobins, les révolutionnaires, pour dire les nationalistes ont détruit le vieux royaume de France avec ses solidarités, avec ses corporations, avec ses provinces. C'est au départ pour fustiger ce qui serait plutôt
la gauche de la part de gens qui croient que le complot maçonnique est responsable de la Révolution française et qui donc pourraient plutôt nous apparaître comme des ancêtres de l'extrême droite. Alors, avançons un petit peu dans le temps, on va avoir dans les années, on raconte toujours, vous savez, la Révolution, effectivement, dans l'Assemblée, c'est là que naissent les mots gauche-droite, c'est pas vrai ça. Ça c'est l'histoire comme on la raconte pour rigoler. Les gens, jusqu'à la Première Guerre mondiale, ne s'auto-qualifient pas eux-mêmes de gauche et droite. Il y a que les gens qui sont dans des clubs parlementaires qui soucient de ce genre de choses. Mais dans la vie quotidienne, un Français de 1862, vous allez voir, vous lui dites vous êtes de gauche ou de droite, il vous regarde les yeux ronds, il ne sait pas de quoi vous parlez. Il y a juste quelques occurrences intérieures. Si je reste donc sur cette perche qui m'était lancée des mots, une des premières occurrences, la première que j'ai trouvée, peut-être qu'il y a un autre libelle, c'est pas évident de fouiller tous les libelles et tous les opuscules du 19e siècle, le premier que j'ai trouvé, pour mon humble part, il est des années 1820. Et la première fois où on voit ce terme d'extrême droite, à ma connaissance, c'est pour définir un caractère. Ça, c'est pas une mauvaise idée. Et nous explique le texte, l'homme d'extrême droite est un homme en colère parce qu'il estime que les institutions sont décadentes, qu'elles amènent le pays à la révolution, et que donc il faut balayer les dirigeants pour remettre un régime fort. C'est pas forcément la définition la plus sotte que l'on puisse trouver. L'idée d'une colère contre des institutions à balayer, de mettre un grand coup de désordre pour remettre un coup d'ordre. Moi, j'avais eu l'occasion de citer cette définition à Jean-Marie Le Pen. Il m'a dit qu'il trouvait ça pas si mal que ça, comme manière de dire les choses, qu'effectivement, ça correspondait assez à l'idée qu'il se faisait. Néanmoins, ce terme reste encore rare. Mais le 19e siècle, il se passe plein de choses fabuleuses. Le 19e siècle, c'est à la fois le siècle des États-nations et c'est le siècle de la globalisation en même temps. C'est la première très grande phase de globalisation. Et résultat, notre vocabulaire, pour rester là-dessus, sur cette entrée-là, comme ça vous ferez la jonction la prochaine fois avec les deux, ça sera sans doute intéressant, je le disais, on a plein de mots qui apparaissent. Alors, il y a nationalité dans le droit pour la première fois en 1825, on avait très bien vécu jusque-là. On va avoir, quel autre intéressant, ethnie en 1893, jusque-là on vivait sans le mot ethnie. On va avoir xénophobie en 1901. Immigration, 1876, parce qu'on est, là c'est un mot des années 1820, dans la société industrielle, on a une explosion de l'immigration qui se fait tout le long du 19e siècle, effectivement, et face à ce phénomène tout à fait nouveau, parce que parfois à gauche, on tend à raconter des histoires, il y a des récits, des contre-récits. On entend parfois à gauche, il y a l'immigration, c'est un phénomène de tout temps, ceci c'est un phénomène de tout temps, c'est pas vrai. C'est une particularité de la globalisation à partir du 19e siècle. Donc le mot immigration de 1876. Il est suivi juste après par un mot qui nous vient d'Allemagne, qui est antisémitisme, qui est un mot également, là aussi on dit souvent l'antisémitisme immémoriel, etc. Non, c'est d'autres formes d'antijudaïsme, c'est dans les années 1870 qu'on a quelque chose. Et si xénophobie et si antisémitisme paraissent là, c'est dans un contexte très spécifique de tension entre la France et l'Allemagne. J'ai retrouvé la première recension en France du premier bouquin qui paraît en Allemagne, qui a un succès fou sur l'antisémitisme. Il y a une recension qui est faite par un journal français qui lit un livre qui a un succès fou en Allemagne. Qu'est-ce que c'est que ça? On va vous expliquer. Et ce que vous explique le journaliste, c'est que c'est quelque chose de complètement incohérent, de totalement fantasque, une idée qui montre le caractère barbare des Allemands et que ça n'aura jamais aucun succès en France. Donc vous voyez bien, tous ces produits politiques-là, ils commencent à se cristalliser dans cette période à la fois de globalisation, de création d'empires coloniaux. Ça compte tout à fait dans ces questions-là, parce que ça demande de joindre un certain nombre de choses au niveau juridique, je passe là-dessus, mais c'est pas inintéressant. Le mot islamophobie date de 1910, c'est pas pour rien, il se fait dans le moule de xénophobie, et on est dans un contexte où si vous voulez devenir pleinement citoyen quand vous êtes un Algérien, vous devez vous faire apostat. Ce qui fait qu'il y en a évidemment très très peu. Résultat qu'ils veulent le faire, parce qu'ils ne vont pas se faire apostat pour faire plaisir aux colons. Donc on est dans ce contexte tout à fait particulier. Et c'est là que naît le premier grand courant de l'extrême droite, tel que vous, moi, quand on discute, on l'entend. Ce premier grand courant, ça va être dans les années 1880, ce qu'on appelle le national-populisme. Alors il y a plusieurs idées là-dedans. Il y a l'idée de la revanche, d'abord, évidemment. La revanche contre l'Allemagne, ça c'est le contexte essentiel, c'est ce qui permet la cristallisation des choses. Mais il y a, alors en quelques thèmes, le national-populisme, c'est l'idée que face aux élites corrompues, il y a un peuple naturellement sain
qui représente la nation. Dire que le peuple représente la nation, c'est ce que nous dit Sieyès avant la Révolution française. C'est pas une idée réactionnaire, ça. C'est la façon dont la tire, hein, là. Ces élites corrompues, ce peuple saint, et de ce peuple saint émerge un sauveur qui peut sauver la nation en conciliant l'ordre et la liberté. J'emprunte une formule de Napoléon III à dessein. Et comment doit diriger ce sauveur le pays? Eh bien, les corps intermédiaires, c'est corrompu. Les députés, c'est corrompu. Il faut qu'il fasse ce qu'on appelle, du côté de chez Desroulèdes, la République référendaire. Donc vous devez avoir un président de la République, d'un côté, et qui discute directement avec le peuple, qui fait des référendums à tout bout de champ, de manière à ce qu'on soit dans une démocratie véritable. Ce qui est absolument essentiel à comprendre. Parce que dans notre présent, Marine Le Pen a fait en 2013 à l'université d'été de son parti, qui ne s'appelait pas encore les Estivales, ça s'appelait encore l'université d'été, un grand discours sur le thème « Quelle présidente de la République serais-je » Et elle dit, face aux paralysies des corps intermédiaires, face aux paralysies des assemblées, je rendrai la parole au peuple souverain en assumant tous les pouvoirs que me donne la Constitution de la Ve République, une présidente forte, et donc en posant les questions directement par référendum au peuple français. C'est la République référendaire, très typique de la fin du XIXe siècle. Et ce qui est amusant, ce qui est intéressant, c'est que ce thème a été beaucoup réaccentué depuis 2002 par le Front National, dans l'idée au départ que c'était une bonne manière de contre-attaquer les attaques en tant que fascistes. Alors, on nous traite de fascistes, disons qu'on va faire des référendums tout le temps, c'est un bon contre-argument. Mais ça correspond à des tendances qui sont tout à fait lourdes, parce que d'abord, ça vous montre bien ce problème-là, c'est qu'effectivement, on est dans cette longue tradition du national-populisme, même si Marine Le Pen l'a fait varier, j'y reviendrai ensuite, mais le national-populisme, la personne qui le représente le mieux, le plus parfaitement du monde, vous le connaissez tous, c'est Jean-Marie Le Pen. Hein, vous prenez un discours de Jean-Marie Le Pen, vous avez un national-populisme absolument chimique, hein, qui est absolument parfait dans sa structure intellectuelle. On est à un stade aujourd'hui, quand on regarde les extrêmes droites européennes, où il est vrai que, comme j'ai cru comprendre que vous étiez quelque peu orienté à gauche, on a souvent tendance à gauche, moi-même je suis à la Fondation Jean Jaurès, hein, tout va très bien, on a souvent tendance à gauche à prendre cette étiquette de fasciste, à vouloir la plaquer. Et c'est vrai qu'elle est très maladroite. Si vous regardez les alliés du Front National, aujourd'hui au Parlement européen, ils proposent tous, effectivement, de développer des systèmes de démocratie directe. On n'appellerait pas là des républiques référendaires parce qu'ils ont d'autres systèmes constitutionnels, mais dans cette même idée-là, qu'il faut développer des référendums, etc. Et c'est le cas en Autriche, c'est le cas en Belgique, c'est le cas en Suisse, c'est le cas chez les Italiens avec la Lega Nord, etc. Tous les partis d'extrême droite, nous nous sommes mis dans cette situation invraisemblable. Si on avait une petite machine à remonter le temps, qu'on se faisait la même séance il y a 15 ans, il y a 20 ans, ici, nous nous sommes mis dans cette situation qui nous aurait paru complètement folle, qu'aujourd'hui, dans toute l'Union européenne, les partis d'extrême droite disent l'Union européenne est devenue post-démocratique, elle ne respecte plus la souveraineté des peuples, regardez le référendum en France, regardez le référendum en Grèce, et donc il faut rendre la parole, il faut remettre de la démocratie. Effectivement, c'est une situation, il y a 15 ans, on n'aurait pas imaginé que ce serait les partis d'extrême droite qui auraient tous cette thématique-là dans leur besace. Mais donc, ça, c'est donc notre national-populisme qui émerge dans les années 1880. Je vais remonter un petit peu le temps, vous en faites pas décennie par décennie. Je parlais du fascisme. Le fascisme, c'est des grands débats. Il y avait les thèses de Ziv Sternel, politiste israélien, dont tous les ouvrages se trouvent en livre de poche, traduit en français en livre de poche si ça vous intéresse, qui avait déclenché une très grande polémique après la soutenance de sa thèse en 1978, en disant le fascisme naît dans la France de la fin du XIXe siècle. Et en gros, les radicalisés du national-populisme, ça serait pour lui les premiers fascistes. Ça a donné lieu à force débat sur lesquels je vous passe. Je pense pour mon humble part que Ziv Sternel se trompe, qu'il a dit des choses tout à fait passionnantes, qu'il a permis de faire comprendre l'importance d'un certain nombre de renégats du socialisme, effectivement, dans la création de certaines extrêmes droites, mais je pense qu'il se trompe. À mon humble avis, le fascisme naît en Italie de l'effet de la Première Guerre mondiale, mais pas que le fascisme.
Ce que nous avons à l'issue de la Première Guerre mondiale, c'est la naissance de ce que pour ma part j'appelle l'extrême droite radicale. Les cas les plus connus, évidemment, c'est le fascisme italien, c'est le national-socialisme allemand, mais vous avez d'autres familles. En Allemagne, vous avez par exemple le national-bolchevisme d'Arsenikisch. Alors, national-bolchevisme, ça veut dire, les mots sont un petit peu piégés, hein, j'en conviens avec vous, ils se situent à l'extrême droite du parti nazi, les nationaux-bolcheviques. Ils considèrent que les nationaux-socialistes sont beaucoup trop libéraux. Hein, c'est nettement plus dur encore que les nazis. Il y a en Italie ce qu'on va appeler le traditionnalisme de Julius Evola, puis le traditionnalisme révolutionnaire, qui va en être une modernisation, qui eux reprochent à Mussolini également son libéralisme, hein, qui considère là aussi que c'est des régimes un régime beaucoup trop démocratique, beaucoup trop libéral. Julius Evola fait plusieurs livres célèbres, hein, qui s'appellent Révolte contre le monde moderne, qui est tout à fait passionnant, hein, qui s'appelle Le fascisme vu de droite. Ça vous donne une idée, parce que pour lui, le fascisme, c'est quand même un petit peu libéral-social. Donc, des mecs qui ne sont pas des rigolos, vous aurez compris l'ambiance. Donc, c'est toutes ces familles-là, les extrêmes droites radicales, hein, toutes ces familles-là qui apparaissent, et la rupture très nette, on voit bien qu'elle est due à la Première Guerre mondiale. Parce que, bon, un fasciste, c'est quoi? Un fasciste, effectivement, c'est pas n'importe quel type d'extrême droite. Le fascisme, c'est une idéologie qui veut créer un homme nouveau par une guerre impérialiste à l'extérieur et par un État totalitaire à l'intérieur. Vous voyez comme moi, on peut penser ce que l'on veut de Madame Le Pen. Madame Le Pen ne veut pas d'homme nouveau, ne veut pas de guerre impérialiste, ne veut pas d'État totalitaire. On peut pas, si on est honnête intellectuellement, on ne peut pas la traiter de fasciste, ce n'est pas honnête intellectuellement, ce n'est pas rationnel surtout, qui plus est. Le fascisme, c'est cette structure-là. Il s'inscrit donc dans cette extrême droite radicale, où les différents courants ont bien des points communs, qui est qu'il ne s'agit non pas, juste comme pour l'extrême droite, de changer le système, donc il s'agit de balayer tout ce qu'a été le libéralisme du XIXe siècle. Le libéralisme, dans son sens social, philosophique, dans cette idée d'une individualité de la personne. C'est ce qui est le plus insupportable à notre extrême droite radicale. Il n'y a pas de césure. Alors, vous voyez bien quel est le problème. C'est que dans les débats qu'on a toujours et qu'on aura dans cette campagne comme dans les autres, ne vous en faites pas, on a le Front National qui nous dit « je ne suis pas d'extrême droite », sous-entendu parce que je ne suis pas fasciste. Quand il dit « je ne suis pas fasciste », il a raison. Quand il dit « je ne suis pas d'extrême droite », il a tort. En face, effectivement, on a le même jeu. Et alors, chacun confond avec le fascisme, chacun confond avec l'extrême droite radicale, et résultat, on ne pose pas bien les mots. Il y a, au sein de tous ces courants d'extrême droite, bien évidemment, un certain nombre de points communs. Le point commun essentiel, premier d'abord, c'est que l'extrême droite, c'est une vision du monde organiciste. C'est-à-dire, l'organicisme, c'est l'idée que la société, effectivement, est un être vivant, homogène. Vous avez toujours ces métaphores-là, hein, sur le corps de la nation, les métastases des corps étrangers, etc. Et que tout le reste politiquement en découle. Vous avez d'autres items, si on y regarde, toutes les extrêmes droites ont un point commun qui est, par exemple, le fait de vouloir changer l'ordre géopolitique tel qu'il est. Et c'est pas anodin, parce que notre extrême droite, elle mute selon les changements géopolitiques. Je vous disais, le national-populisme, il naît en fait de la guerre franco-allemande de 1870. Notre extrême droite radicale, elle naît de la Première Guerre mondiale. Ce que l'on a appelé, avec l'ami Jean-Yves Camus, le néopopulisme, c'est un contrepoint du 11 septembre 2001. Le néopopulisme, ça commence avec Geert Wilders en Hollande. Donc c'est le parti de la liberté, M. Wilders. Hein, il y avait eu la Speed Fortune avant, si vous vous souvenez, dans tous les problèmes qu'a connus la Hollande. Et M. Fortuyn va être le premier parmi les extrêmes droites européennes à savoir repositionner clairement les choses pour l'électorat, à dire l'extrême droite, vous enlevez de votre tête toutes vos histoires des régimes, des états d'extrême droite du XXe siècle. L'extrême droite est là pour défendre, alors il n'appelle pas ça extrême droite, lui, bien évidemment, hein, mais elle est là pour défendre les libertés de la civilisation européenne, les libertés acquises par les minorités, en particulier les gays, les femmes, les juifs, contre l'islam qui, lui, serait un totalitarisme et la présence de populations arabo-musulmanes
qui risquerait d'entraîner l'ensemble du continent européen sous ce totalitarisme vert. Et donc une extrême droite qui va se positionner comme défendant la liberté. Alors, Geert Wilders, là-dessus, va créer un succès dans son pays et va devenir un modèle pour l'ensemble des extrêmes droites européennes qui vont largement aller puiser chez lui, y compris dans des formations qui n'étaient pas très habituées au fait de défendre les femmes, les juifs, les homosexuels. Ce n'était pas vraiment leur nature, mais ils sont forcés, et sincèrement, ça marche bien à chaque fois. Ça marche très très bien. Voir en Allemagne ce qui se passe actuellement avec la radicalisation de l'AfD, Alternative pour l'Allemagne, qui à la base est un parti de droite, un parti de droite europhobe, et qui ne cesse de se radicaliser, et qui se radicalise tout à fait sur cette question du néopopulisme, qui est un bon produit politique. Je veux dire, c'est un produit politique qui est vendeur. Alors, je retourne un petit peu dans le passé, pardonnez-moi, c'est l'avantage de ne pas prendre de notes, mais le défaut, c'est qu'on fait des allers-retours. Il faut que je fasse attention au temps, parce qu'il faut que je vous laisse parler, poser vos questions. Je continue un petit peu quand même pour éclaircir 2-3 trucs, si vous voulez bien. Nos extrêmes droites, je vous parlais du fascisme. Il y a un pays où le fascisme a une forme extrêmement particulière. Normalement, vous avez deviné, c'est bien évidemment la France. Parce qu'on aime bien faire les choses différemment. Autant en Italie, en Allemagne, je ne parle pas des fascistes roumains, espagnols, etc., je reste sur l'Italie et l'Allemagne, on a des grands partis hiérarchisés qui deviennent des partis-États, et qui en tous les cas, dans les autres pays, ont vocation à devenir des partis-États. Autant en France, dès les années 30, le fascisme, il n'y a pas un grand guide. Jacques Doriot s'impose jamais comme guide. Marcel Déat s'imposera jamais comme grand guide. Le fascisme français va toujours être une galaxie, une nébuleuse, si vous avez lu Deleuze, un rhizome, de groupuscules ou de petites formations, sans réel chef. Et faisant tous une idéologie par un espèce de bricolage entre des éléments du nationalisme français classique tel qu'issu du XIXe siècle et des éléments effectivement empruntés au fascisme étranger. Donc on a une structure qui est tout à fait particulière, et puis même sous Vichy, effectivement, on n'aura pas de parti unique, Doriot, Déat feront tout ce qu'ils peuvent pour y arriver, ils n'y arriveront jamais. Je vous passe des histoires tout à fait rigolotes de l'extrême droite radicale de cette époque, mais qui sont effectivement la France. L'extrême droite est un capharnaüm en règle générale, et l'extrême droite radicale française est un capharnaüm absolument extraordinaire. Il n'y aura jamais eu ces formes-là assez particulières. Par contre, notre fascisme va muter dès 1942 sur quelque chose qui est intéressant, c'est que le néofascisme, il naît là aussi d'un changement géopolitique. C'est qu'avec l'ouverture du front de l'Est, il y a cette nécessité de remplir l'armée dorénavant de beaucoup plus de soldats. À la fin de la guerre, en 1945, sur 900 000 membres de la Waffen-SS, vous en avez seulement la moitié d'Allemands. L'autre moitié, c'est des Français, des Belges, etc. Donc il y a cette particularité-là, et qui fait qu'on bascule à ce moment-là sur une idéologie qui est une idéologie très européiste, qui est l'idée du nouvel ordre européen à bâtir à mi-chemin contre le communisme et contre le capitalisme, puisque c'est les deux fronts contre les Américains et contre le communisme, ce qui est quelque chose qui va beaucoup changer nos extrêmes droites radicales et qui va les faire profondément évoluer. Moi, j'aime pas du tout quand on nous fait le coup de nous dire c'est europhobe, c'est l'extrême droite. C'est complètement couillon. L'extrême droite radicale est très souvent extrêmement pro-européenne. Je vais vous prendre un exemple qui est celui de Jean Thiriard, qui n'est pas très connu, mais qui est une figure vraiment importante dans l'histoire des extrêmes droites radicales, qui lui défendait un État jacobin à l'échelle, alors on peut ni dire ni eurasiatique ni eurafricaine, il n'a jamais été fichu de trouver un bon mot pour ça, il parlait de communautarisme européen, mais donc de l'Afrique du Sud jusqu'au Pacifique, Afrique, Europe, Asie, en disant, et un État jacobin, pas de différenciation selon les ethnies, pas de différenciation selon les religions, ce qu'il appelait l'omnicitoyenneté, avec un État de type fasciste pour couvrir le tout. Mais donc, vous voyez, le moins qu'on puisse dire, c'est parler d'europhobie, de nationalisme étriqué, c'est vraiment tout mélanger. Il ne faut pas mélanger le souverainisme, l'europhobie, l'extrême droite. On peut être souverainiste, on peut être europhobe sans être d'extrême droite, mais on peut être d'extrême droite en étant extrêmement europhile, bien au contraire. Alors, qu'est-ce qui va, après la Seconde Guerre mondiale, ressusciter nos extrêmes droites après quelques décennies de démonétisation? Diverses choses. La grande peur, évidemment, du communisme, la grande peur de l'agitation dans ce long mai 68, qui existe en Italie, en Allemagne, en France. Aussi un changement.
Dans les années 1950, quand vous regardez les statistiques sur l'immigration, en France, l'immigration, c'est encore d'abord les Italiens, de mémoire italiens, espagnols, polonais. J'ai bossé ça la semaine dernière dans des archives, mais je dis de mémoire. On va bien évidemment avoir une transformation de l'immigration. Et alors là, il va y avoir la question effectivement de la ligne du Front National qui va changer beaucoup de choses. Le Front National, il naît comment? Je vous parlais du désordre des extrêmes droites françaises dans les années 30. Il y a quelqu'un qui n'en peut plus à un moment, c'est Charles Maurras. Charles Maurras, vous connaissez, c'est le grand théoricien de l'action française. Et il propose quelque chose, il dit, nous devrions faire un compromis nationaliste, c'est-à-dire toutes les chapelles, on arrête de s'enguirlander les uns les autres, hein, et on crée tous ensemble, non pas on disparaît pour se mettre tous d'accord, on continue chacun qui est royaliste, qui est fasciste, qui est ceci, cela, continue à défendre ses idées, mais pour combattre le communisme et la République, on pourrait créer, parce que ça ne va pas se faire, avec ce compromis nationaliste, un front national que l'on opposerait, et où là, on serait tous ensemble pour combattre. Ça ne va pas se faire, entre autres, à cause de Doriot, mais résultat, après 68, le mouvement Ordre Nouveau ressort le compromis nationaliste, ressort le concept de Front National, et lance un Front National, un projet de Front National. Alors, après 1968, vous avez des tonnes de tentatives de partis unitaires divers et variés dans les extrêmes droites françaises. C'est le principe aussi des extrêmes droites françaises, c'est qu'elles créent toujours plusieurs partis unitaires en concurrence. Mais là, Ordre Nouveau, c'est intéressant. C'est intéressant. Alors, congrès de 72, le Front National est lancé. Les contacts sont pris, le premier type qui réagit c'est Turot, c'est un ancien responsable de la propagande du Parti populaire français, Jacques Doriot, un antisémite illuminé, c'est pas génial. Ils arrivent quand même à prendre des contacts, ils prennent contact avec quelqu'un qui est Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, ça permet de les dédiaboliser. Il faut bien se mettre ça dans la tête, c'est qu'à l'époque c'est une dédiabolisation. C'est un ancien député, c'est quelqu'un qui a été rapporteur du budget de la défense, c'est quelqu'un qui représente une extrême droite très light dans ce contexte. À Ordre Nouveau, vous avez dans les figures principales des gens comme François Briot, qui est un ancien milicien, ça passe moins bien, et puis vous avez François Duprat, qui est le cerveau de la bande, et qui lui fait partie de ces gens comme Maurice Bardèche, qui ont une grande qualité pratique. On ne perd pas de temps avec eux parce qu'ils s'autodéfinissent comme fascistes. François Duprat dit qu'il est fasciste, on ne va pas le contredire. Vu ce qu'il dit, ce qu'il écrit en plus, ça paraît assez adéquat comme terme. Donc on gagne du temps. Donc vous comprenez bien que pour réussir une opération électorale, ils ne peuvent pas être devant. Créer un Front National, 3 présidents. Jean-Marie Le Pen ne doit être qu'un seul des 3. Des problèmes d'organisation, Jean-Marie Le Pen est seul président. Ordre Nouveau se retrouve dissous en même temps que la Ligue communiste. Après une nuit d'émeutes, il y a 57 policiers qui sont blessés, il y a des centaines de cocktails Molotov qui ont été jetés les uns sur les autres, 87 actes de violence urbaine dans lesquels était déjà impliqué Ordre Nouveau, qui maniait la barre de fer partout. Hop, l'État dissout tout le monde. Jean-Marie Le Pen se retrouve avec son Front National tout vide. Je vous passe quelques aventures. Le Front National demeure à un niveau extrêmement bas, présidentiel de 1974, 0,7%. Mais j'évoquais François Duprat. François Duprat est un homme intelligent qui est passionné par une chose, c'est l'histoire, d'un côté, et il cherche dans l'histoire passée des manières de rénover sa famille politique, et il est passionné par l'étranger. Il est passionné par l'Europe, en particulier tous les pays d'Europe. Et Duprat observe ce qui s'est passé en Angleterre et en Suisse. En Angleterre et en Suisse, on a eu des durcissements par rapport à l'immigration, quelques envolées racistes du côté des droites, et en particulier en Angleterre, ça a fait d'un coup d'un seul que le groupuscule d'extrême droite a monté. Or, le Front National de 1974 jusqu'aux législatives de 1978 n'est qu'un tout petit groupuscule parmi les autres petits groupuscules d'extrême droite. Et à partir de 1976, Duprat propose quelque chose à Jean-Marie Le Pen. Il lui dit, on est uniquement sur la question de l'anticommunisme et on n'est rien. Si on s'inspire de ces stratégies-là, si nous parlons, il propose un slogan qu'il invente, qui est 1 million de chômeurs, c'est 1 million d'immigrés en trop. Et dit, si nous présentons cela, nous aurons des votes des catégories populaires. À partir de là, les partis de droite voudront récupérer les 3-4% de voix qu'on sera arrivé à grappiller. Ils nous reprendront nos thèmes, parce qu'ils sont comme ça. C'est un antiparlementariste, ils considèrent que tous les hommes politiques sont véreux. Et donc, à ce moment-là, on dira, vous voyez bien qu'on n'est pas d'extrême droite. On sera complètement dédiabolisé, complètement normalisé,
et là on pourra conquérir le pouvoir. Il pense tout ça dès 76. Bon, il est assassiné dans un attentat à la voiture piégée en 78, il ne verra jamais le succès de tout ça, mais il arrive à l'imposer pour les législatives de 78. Alors, sa stratégie n'était pas bête, pourtant c'est pas exactement ce qui se passe. Parce qu'en 84, le premier grand succès électoral du Front National, c'est sur, non pas les catégories populaires, mais c'est un électorat plutôt bourgeois. On vote bien dans le 16e arrondissement, on vote bien à Neuilly. Ce sont des gens qui ont surtout voté pour Jacques Chirac à la présidentielle de 1981. Il n'y en a que 2% d'anciens électeurs de Georges Marchais. Donc c'est cette catégorie-là qui est en train de se radicaliser face à la gauche au pouvoir. Et l'électorat du Front National est un électorat qui va être aussi plastique que l'idéologie du Front National. Cet électorat va se prolétariser massivement à la présidentielle de 1995 sur les chômeurs, sur les ouvriers. On passe alors, le Front National se définissait comme la vraie droite. On passe au slogan ni droite ni gauche, hein, on fait évoluer le parti pour qu'il corresponde à son socle électoral. Et voilà. Alors, je reviens là-dessus. Est-ce que ces questions de transfert de vote, sont importantes? On a regardé dans un bouquin qu'on avait fait avec Jean-Yves Camus en 2015, qui s'appelait Les droites extrêmes en Europe, qui est au Seuil. On avait regardé ça à l'échelle de l'Union européenne depuis les années 60 pour vérifier le théorème de Duprat. Quand Duprat vend son idée à Le Pen, il invente une formule que vous connaissez tous par cœur, tellement Jean-Marie Le Pen l'a ressortie, qui est « l'électeur préfère toujours l'original à la copie ». On a regardé, depuis les années 60, ça marche. Dans tous les pays de l'Union européenne. Et alors c'est passionnant parce que ce que j'appelle résultat la règle de l'autonomie de l'offre politique, ça vous permet de comprendre plein de choses. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous êtes un parti politique, que vous allez sur les thèmes identifiés comme ceux d'un autre, vous légitimez votre transfert de vote. Donc, regardez, le Front National, lorsqu'il est sur l'anticommunisme, il y a des partis de droite tout à fait puissants qui font ça matin, midi et soir, au début des années 70, qui sont tout à fait légitimes. Il ne peut pas, effectivement, gagner de l'espace. Par contre, sur l'évolution de la vie politique française ensuite, les tentatives désespérées d'avoir le Front National vont fonctionner à chaque fois. Le Front National ayant une particularité, on a souvent, depuis les années 80, ce débat complètement abscon, qui consiste à dire, est-ce un vote d'adhésion ou un vote de protestation? Ça, c'est un débat qu'il faut balayer. Le petit a, la contestation, c'est une adhésion, déjà par définition. Si je vote Front National en disant parce que tous les autres sont des nuls, ça veut dire quelque chose. C'est pas juste une contestation qui tombe sur quelqu'un au hasard. J'exprime quelque chose, mon rejet de l'ensemble des offres politiques. Vous aurez observé qu'au municipal de 2014, les villes qui ont été gagnées par le Front National étaient, pour un certain nombre d'entre elles, ou par des listes apparentées comme à Béziers, pas exactement des modèles de vertu républicaine. Hein. Hénin-Beaumont, Béziers, ce n'étaient pas des gestions géniales. Il y a des compositions d'offres politiques qui ont eu lieu. Mais donc ces transferts de vote, effectivement, ils fonctionnent et ils vous expliquent un certain nombre de problèmes. Le débat, le livre de Patrick Buisson sort aujourd'hui. Monsieur Buisson, après 2012, relayé par un certain nombre de gens, disait sans cesse « ce n'est pas parce que Nicolas Sarkozy est allé sur les thèmes identitaires qu'il a perdu, c'est parce qu'il n'y est pas allé assez loin. » Et manifestement, M. Sarkozy a l'air de considérer que cette analyse n'est peut-être pas la plus mauvaise. C'est irrationnel. L'analyse de Patrick Buisson et de Guillaume Pelletier à l'époque, c'est de prendre le cas espagnol et de dire, regardez le Partido Popular en Espagne, c'est un grand parti de droite qui n'est pas concurrencé par un parti d'extrême droite et dont le centre de gravité est beaucoup plus à droite. Ils oublient juste un petit peu de détails, qui est petit a, bien évidemment, l'histoire spécifique de l'Espagne, avec le fait que le Partido Popular a absorbé les anciens franquistes, effectivement, lors de la transition, et qui a la mémoire du franquisme, etc. Bref, il y a un certain nombre de facteurs historiques là-dedans, mais qui est aussi que c'est un système institutionnel à un tour. Et que nous avons un système institutionnel à 2 tours. Quand Nicolas Sarkozy gagne en 2007, il gagne en siphonnant des électorats très précis de celui de Jean-Marie Le Pen. Ce sont les TNS, les travailleurs non salariés, les professions libérales, si vous préférez, ce sont les chômeurs. Très clairement, où il fait des cartons, une captation de ceux qui avaient voté pour Jean-Marie Le Pen. Qu'est-ce qu'il leur dit? La personne qui cite le plus à ce moment-là, il y a des décomptes qui avaient été faits, c'est Jean Jaurès. Mais qu'est-ce qu'il leur dit en parlant de Jaurès? Il parle de la France qui se lève tôt, il parle de travailler plus pour gagner plus. Il défend une hiérarchie sociale dite légitime.
Il vous dit, si vous vous levez ce matin pour aller bosser, vous gagnerez plus que le travailleur immigré qui ne travaille pas, qui est un assisté. Et bien évidemment, il faut que vous gagniez bien par rapport à des super profits obscènes. C'est quelque chose qui permet une fusion, cette idée de hiérarchie sociale légitime, des électorats de droite et d'extrême droite de manière très efficace. Et quand on regarde à l'échelle européenne, là aussi, cette structure, cette idée de la hiérarchie sociale légitime, elle vous explique les coalitions de vote des droites très amplement. Quand, en 2012, il part uniquement sur les thèmes identitaires, il repère ces catégories. Les lecteurs préfèrent l'original à la copie, tant et si bien que quand on regarde l'évolution, à élection européenne, M. Jean-François Copé, qui à ce moment-là mène la danse, a le génie d'aller à l'élection européenne, on sait quand on regarde les enquêtes d'opinion que ce qui fait très peur à l'électorat de droite, c'est la question de la sortie de l'euro. Monsieur Jean-François Copé a la génie de faire une campagne en parlant du porc dans les menus scolaires, dans les cantines scolaires. Bon, plutôt que de cliver là où il ramenait son camp en disant vous voyez avec moi ça sera bien au niveau économique, il va sur les thèmes de l'autre, là, toujours pareil, transfert des votes. Et tant et si bien qu'aujourd'hui sur ces catégories, vous regardez au régional de 2015, on a 50% des non-diplômés qui ont voté pour des listes Front National et 40% des artisans qui ont voté Front National. Alors, avec des particularités, quand on dit ça, ça ne veut pas dire, quand on dit les non-diplômés, les artisans, ça ne veut pas dire les non-diplômés, c'est parce qu'ils ne sont pas malins, les artisans, c'est parce qu'ils ne sont pas malins, etc. Ça, c'est détestable, ce genre de discours. Petit A, parce que c'est des citoyens, celui qui n'est pas content, c'est pareil. Petit B, parce que c'est bien la non-connexion à la globalisation qui structure ces votes. Mon ami Joël Gombin, qui est un grand spécialiste des cartes, a très bien montré comment dans les territoires de vote FN, ils suivent, en particulier sur le couloir rhodanien et sur le bassin méditerranéen, ce sont des zones avec des grandes inégalités de répartition de revenus, d'une part, et d'autre côté, des secteurs qui sont peu connectés à la globalisation, une économie très peu connectée à la globalisation. Le centre de Montpellier, le centre de Toulouse, le centre de Paris, on vote social-démocrate, mais effectivement, à Béziers, à Hénin-Beaumont, on va voter Front National. Il y a une structure sociale, sociologique, qui retranscrit. Parce qu'il y a une idée qu'il faut bien comprendre, c'est que l'électeur frontiste vit la question du déclassement individuel en osmose avec l'idée du déclassement national. Et ça, vous l'entendez quand vous allumez votre télé et que vous avez un Éric Zemmour qui apparaît à la télé. Pourquoi il plaît Éric Zemmour? Pas parce qu'il fait des pavés de 600 pages avec lesquels les gens calent les armoires, mais parce que ce qu'il leur dit, c'est qu'effectivement, la transformation de votre quotidien, la transformation de votre expérience quotidienne avec la présence de l'islam, c'est un déclassement de votre cadre de vie qui correspond au déclassement de toute notre nation qui est en décadence. C'est un discours qui est extrêmement cohérent. Et si on prend le discours globalement du Front National aujourd'hui, que nous dit-il? Il nous dit, on est depuis les années 70, désormais, je vous disais, l'extrême droite, elle n'est que la globalisation au XIXe siècle. Depuis les années 1970, vous le savez tous, on est dans une phase extrêmement accélérée de la globalisation. Ce que nous dit le Front National, quand M. Ménard fait une polémique, vous savez qu'il aime bien ça, en disant qu'il ne veut plus voir un kebab ouvrir dans la ville de Béziers. Ce que nous dit le Front National, toujours, sempiternellement, avec Marine Le Pen, c'est qu'à toute question, c'est pas la globalisation qui vous l'explique, c'est l'orientalisation. Quand Mme Le Pen parle de protectionnisme intelligent, elle prend toujours le même exemple. Il s'agit de nous protéger des importations de l'industrie textile, par exemple, chinoise. Ma chemise, qui vient sans doute de Chine, j'ai absolument pas regardé. C'est effectivement l'orientalisation économique. C'est l'orientalisation culturelle, avec cette question sempiternelle de l'islam. Et donc, tous les phénomènes qui sont liés à cette transformation du monde très rapide de la globalisation sont ramenés sur une orientalisation. En face de ça, elle a repris au départ le national-populisme de son père, elle y a intégré le néopopulisme de Geert Wilders, et la ligne qu'elle a développée depuis 2012, c'est une ligne qu'on peut qualifier de souverainisme intégral, qui est de dire que face à cette globalisation, face à cette orientalisation, la réponse en toute chose, c'est la souveraineté, souveraineté culturelle, souveraineté politique, souveraineté économique, à chaque fois en déclinant le thème. Vous avez quelque chose qui a un avantage extrêmement clair, extrêmement net, c'est que si vous allez écouter Marine Le Pen
dans un meeting pendant la campagne présidentielle par curiosité, vous sortirez en pensant ce que vous en voulez, mais vous aurez une idée très précise de ce qu'est selon elle la mondialisation et de ce que doit être selon elle la France dans ce processus. Or, il faut bien reconnaître, on arrive à la fin du mandat de François Hollande. Je ne sais pas, vous, moi je ne comprends pas encore, peut-être parce que je suis un peu bête, hein, mais je ne comprends pas très bien quelle est selon François Hollande la configuration France-globalisation. Il n'a pas un discours qui a cette clarté et qui a cette cohérence. Et ça, c'est quelque chose qui compte énormément auprès des électeurs, ce discours cohérent. Je finis avec un ou deux mots pour vous laisser la parole. Quand on regarde, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Là aussi, il faut sortir de ces idées, vous savez, adhésion, contestation. Ah, j'avais pas fini là-dessus. Adhésion, contestation, parce que deux choses. Donc, depuis que le Front National est sur la scène politique 84, réembobiner le fil. Nous n'avons pas eu une alternance sans changer nos lois sur l'immigration, sans changer nos lois sur la sécurité. Comme s'il était rationnel qu'une grande puissance ne soit pas capable d'avoir une loi sur l'immigration qui puisse tenir une législature, voire deux. C'est-à-dire, mettez-vous 2 secondes dans la tête d'un électeur du Front National. C'est un parti qui modifie la loi, quand bien même il n'a pas le pouvoir. Il y a un seul autre cas dans notre vie politique. C'est le cas du Parti communiste français. Le PC n'abandonne le thème de la dictature du prolétariat qu'à son congrès de la fin des années 1970. Que les communistes dans la salle me pardonnent, je ne crois pas, pour ma part, qu'il n'y ait jamais eu 25% de l'électorat français qui veuille la dictature du prolétariat, qui veuille les soviets en France. Mais les gens, soucieux de redistribution sociale, soucieux de justice sociale, savaient si j'appuie sur ce bouton-là du vote PC, on peut obtenir des augmentations de salaire, on peut obtenir des modifications législatives dans le sens de la justice sociale. C'est un vote de lobbying, pas un vote d'adhésion. Quand vous votez Front National, vous savez qu'effectivement, la législation change, qu'on va créer des centres de rétention administrative, etc. Vous faites du lobbying sur le sujet qui vous motive le plus, qui est la question de l'immigration. Toutes les enquêtes le démontrent, ça n'a jamais changé. La première motivation, c'est l'immigration. Avec, je dis, la première motivation, et après il faut bien voir que l'immigration, c'est un mot dans lequel on met beaucoup de choses, parce que si vous regardez en 2012, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, qui est que pour la première fois, les femmes ont voté autant que les hommes pour un candidat d'extrême droite, avec Marine Le Pen, avec une toute petite différence vraiment qui est dans la marge d'erreur. Et alors, avec quelque chose qui est encore plus passionnant, qui est, si vous prenez les employés, vous avez 16% des employés hommes qui ont voté pour Marine Le Pen, 25% des employés femmes qui ont voté Marine Le Pen, et si vous partez chez les employés de commerce, on monte à 40%. Mais si vous regardez les femmes, c'est plus de 90% des familles monoparentales qui sont gérées par des femmes. C'est, selon les secteurs, entre 75 et 85% des femmes qui ont des temps partiels, hein, selon que l'on soit dans les services ou selon l'industrie. Les femmes, c'est 20% de revenus en moins dans les retraites. Elles sont dans un cadre beaucoup plus insécure au niveau social et économique. La femme demeure, on ne parle de la cause des femmes que pour des questions soit de voile, soit de parité dans les conseils du CAC 40. La réalité aujourd'hui structurellement dans l'économie française, c'est que la femme reste une variable d'ajustement. Bon, alors c'est intéressant quand même de voir que c'est là que ça se passe. Et que tout ça nourrit, je vais arrêter de mon grand laïus, ce qui est, il faut comprendre, on est arrivé au stade de l'hégémonie de la demande sociale autoritaire. Cette demande autoritaire, aujourd'hui, est totalement hégémonique. J'en veux quelques preuves rationnelles. Preuve électorale. 2014, le Front National n'arrive pas à créer, à monter des listes pour les municipales dans un certain nombre de municipalités, donc l'essentiel des municipalités. Il s'avère que d'autres groupuscules d'extrême droite, ils ont eux des militants, et qu'ils vont monter des listes. On aura des listes non minaret, on aura des listes parties de la France, etc. Et ces listes, sans souci, font 12, 15, 20%. Donc, même sans Front National, vous montez une autre liste estampillée extrême droite, vous rencontrez une demande, il y a une envie d'extrême droite. C'est à comprendre. Quand on regarde par ailleurs les enquêtes d'opinion, tous les signaux vont dans le même sens. 40% des Français seraient prêts à avoir un gouvernement plus autoritaire
quitte à se débarrasser d'un certain nombre de contrôles légaux. 88% des sondés nous disent qu'il n'y a pas assez d'autorité en France et qu'il faut un vrai chef. 70% des sondés disent c'était mieux avant, sont d'accord avec ceci. 74% des sondés disent que la laïcité est menacée en France. Nous avons un certain nombre de problèmes, de tensions qu'il faut regarder extrêmement en face, mais si on entend la laïcité au sens de la loi 1905, c'est-à-dire la séparation des églises et de l'État, sincèrement, il me semble que le fantasme d'une charia imposée face à un État qui est capable de sortir 100 000 policiers après un attentat, 100 000 policiers, il n'y a pas beaucoup d'États qui sont capables de déployer ça en quelques jours, me paraît extrêmement rapide. Il y a bien cette idée largement répandue aujourd'hui d'un grand déclin de la nation, et que pour en sortir, il faut l'autorité et l'unité. Ce sont là les valeurs qui sont devenues absolument essentielles, et on a bien une demande sociale autoritaire qui s'est constituée, qui va perdurer, et puis, comme je vous disais tout à l'heure, comme notre extrême droite, elle mute, elle progresse, par rapport à la question des crises géopolitiques, on est à un moment particulier de l'histoire. Nous avons une crise géopolitique ouverte depuis 2001, effectivement, avec cette prophétie autoréalisatrice, certes délirante, mais avec des effets concrets du choc des civilisations. Nous avons, depuis 2008, une crise financière qui est une crise aussi économique et sociale. Et nous avons, depuis 2015, une crise migratoire. Bon, on est là sur une conjonction de crises qui, si on regarde l'histoire des extrêmes droites en Europe depuis le 19e siècle, nous montre bien que nous ne sommes pas... Nous en avons beaucoup sous le pied encore. Nous en avons beaucoup à connaître, à voir dans les prochaines années. Voilà, je vous remercie, je vous laisse la parole à vous.